Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Kawasaki 1400 GT-R de 2013. Allez, c'est parti. Les amis, j'ai encore la chance aujourd'hui de pouvoir tester une nouvelle moto grâce à l'un de mes abonnés qui s'est déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel malgré le temps qui est loin d'être top. Donc cette 1400 GT-R, il s'agit de la grosse routière performante vendue par Kawasaki jusqu'à il y a peu de temps. Cette machine n'est plus distribuée actuellement en Europe, mais il est vrai qu'elle est toujours vendue aux États-Unis par exemple. Donc déjà esthétiquement, c'est une machine qui est un peu énorme, hein. C'est vraiment une grosse machine. Quand on la regarde surtout de face, elle est très large. C'est une machine imposante, volumineuse, qui est clairement destinée à pouvoir faire de gros kilométrages avec un passager. Donc cette machine, comme son nom l'indique, est motorisée par un 1400 cm3. Il s'agit d'un moteur en 4 cylindres, bien sûr à refroidissement liquide, à injection. Et d'ailleurs, c'est un moteur qui équipe aussi la ZZR 1400. Alors d'origine, sur cette GT-R, le moteur donne normalement 155 chevaux, mais à l'époque, eh bien, on avait la loi des 100 chevaux en France, et la machine que je teste aujourd'hui est encore bridée. Il faut savoir d'ailleurs que légalement, il serait tout à fait possible de débrider cette machine à sa puissance d'origine, mais ça a un coût qui est assez élevé. Le propriétaire me parlait d'une facture dans les 1000 €, donc je peux comprendre que ce ne soit pas fait sur la plupart de ces machines. La moto qu'on me prête aujourd'hui est assez peu accessoirisée. On est déjà sur une machine en pack tourer, c'est-à-dire équipée des valises latérales ainsi que du top case. Sauf que aujourd'hui le top case n'est plus celui d'origine. Normalement il s'agit d'un top case de 45 litres si je me souviens bien, couleur carrosserie. Là on est sur un modèle un petit peu plus gros, tout simplement parce que celui d'origine ne pouvait pas contenir 2 casques si je me souviens bien. La moto est équipée de protection sur les côtés, tout simplement parce que elle est tellement lourde que si jamais vous perdez l'équilibre, vous allez tout de suite tout faire tomber. La bulle devant moi n'est pas d'origine, normalement elle est transparente et un tout petit peu moins haute. Et bien sûr, la plus grosse modification, c'est l'échappement. D'origine, on a un échappement qu'on pourrait très clairement qualifier de tromblon, un tube extrêmement long, très disgracieux, qui a été remplacé aujourd'hui par un modèle de chez Scorpion, si je me souviens bien. Et pour améliorer le confort, cette machine est équipée actuellement d'une selle confort. Lorsqu'on prend les commandes de cette moto, la première chose qui surprend bien sûr, c'est son poids. Elle est clairement aussi lourde que sa plastique le suggère, et à la prise en main au début, c'est pas forcément très facile. La selle n'est pas si haute que ça, mais elle est quand même assez large. En accessoire, on a aussi une rehausse de guidon qui a été installée. Ça rehausse normalement d'environ 5 cm. C'est un guidon avec une forme assez particulière, vous pouvez voir. Il remonte assez haut, mais je le trouve pas forcément assez large. Lorsque vous voulez déplacer la machine, il faut vraiment insister sur le guidon pour réussir à prendre une direction. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est assez surprenant au premier abord. On a l'impression qu'on va avoir du mal à la maîtriser, cette machine. Par contre, la position est assez droite, et donc on arrive à prendre les infos autour de nous sans difficulté. En plus, on a des rétros qui sont très bien placés. On voit très bien ce qui se passe derrière. On peut voir que les rétros sont directement sur le carénage. Par contre, il est vrai que dans le champ de vision, on a un peu nos valises à l'arrière. Pour l'instant, en roulant à faible allure, l'échappement fait vraiment très peu de bruit. C'est à se demander s'il est plus audible que celui d'origine. Alors, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Et là, quand on monte dans les tours, l'échappement est tout de suite beaucoup plus sport, bien plus valorisant. Avec cette bulle, je suis complètement coupé du vent. Là, en roulant à 70-80,
j'ai l'impression de me déplacer à l'arrière. J'ai vraiment pas d'air qui arrive sur mon casque, ça pour le coup c'est parfait. En plus cette bulle est réglable électriquement, on peut changer la position, vous voyez, très rapidement. Alors je vais prendre ce virage à basse vitesse, voyons comment ça se comporte. Alors on est sur une très grosse machine et ouais, j'ai un peu de réticence à l'incliner, j'ai l'impression que je vais être embarqué par le poids. On est sur une moto qui est à plus de 300 kg et ça sans les bagages. Donc dans la configuration actuelle, je pense qu'on est plutôt à 320 kg. C'est lourd et clairement on sent le poids. Les amis, comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération de cette machine. Donc je rappelle qu'on est sur un 4 cylindres et 1400 cm3 qui aujourd'hui fait un peu plus de 100 chevaux. La moto pèse plus de 300 kg. Et en plus, bien que ce soit une machine de 2013, il y a quand même beaucoup d'électronique sur cette machine. Vous avez un système ici qui s'appelle le KTRC, qui est en fait un traction control. Donc je suppose que là, il est activé. Normalement, si je reste appuyé dessus, vous avez le voyant qui s'allume. Et je suppose, j'en suis même pas sûr, que lorsque le voyant est allumé, c'est qu'il est désactivé. Un peu comme pour le voyant ABS, qui ne s'allume normalement que lorsque c'est désactivé. Et cette machine a également un freinage couplé qui est disponible sur 2 modes. J'avoue que je connais pas bien la différence entre les 2 modes. Là, si j'appuie dessus, on voit qu'il y a le sigle qui est ici qui change de forme, mais je ne sais pas réellement ce que ça signifie. Dans les deux cas, de toute façon, il y a un freinage couplé, que je freine de l'arrière ou de l'avant. Normalement, il y a une répartition qui se fait automatiquement sur les 2 freins. Donc je vais faire une première fois l'accélération avec, on va dire, le freinage couplé sur le mode standard, et ensuite je le mettrai sur l'autre mode pour voir la différence. Let's go! Et maintenant je ralentis, donc le frein arrière ça freine un peu, le frein avant, ouais, le frein avant est plutôt efficace. J'avoue qu'on sent pas trop la répartition. Si on a une, c'est assez transparent pour l'utilisateur, du moins dans ce mode là. Pour l'accélération, vous avez vu que j'arrive à 100 km/h en première, comme avec la plupart des 4 cylindres de grosse cylindrée. C'est efficace, mais c'est absolument pas sensationnel, c'est très linéaire. Je vais utiliser cet emplacement pour faire un petit demi-tour. Donc vous voyez que du haut de mon 1m70, j'ai quand même des difficultés à toucher le sol. Surtout que j'ai aussi les repose-pieds qui sont pile au niveau de mes mollets. Heureusement, ceux-ci sont rétractables et donc je peux les remonter un peu. Mais c'est quand même assez gênant. Donc on est parti pour le demi-tour. Je signale mon intention de tourner. Je braque à fond. L'angle a l'air assez petit. Je maintiens la machine bien droite pour vérifier justement si on sort de la route ou pas. Et on le sent qu'il y a du poids, Et oui, ça va sortir. Clairement, l'angle de braquage n'est vraiment pas terrible. Alors maintenant, je change le mode de freinage. Et on est reparti pour une accélération. Let's go! Je freine. Alors là, il y a tout de suite beaucoup plus de mordant quand je freine avec l'arrière. C'est vraiment surprenant pour le coup. Je préfère ce mode là parce que là, juste en freinant avec l'arrière, je sens que le frein avant freine vraiment et toute la machine s'arrête quasiment avec le frein arrière. Ça, perso, j'aime beaucoup. Et c'est performant au niveau du freinage, hein. Là, de nouveau, j'essaie de freiner que de l'arrière. Et ça ne pose aucun problème. Bon, sur les performances, une fois de plus, vous l'avez vu, la machine est bridée, donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est très efficace. Avec ce moteur de 1400, ça marche très bien. Un petit rond-point, voyons si ça se bascule facilement. Franchement, on le sent qu'il y a du poids. Il y a de la résistance lorsque vous voulez mettre de la force sur le guidon ou même sur les repose-pieds, ça bouge pas tout seul. Faut s'impliquer pour réussir à la diriger, cette machine. Elle est pas facile. Et bien sûr, comme souvent avec les machines lourdes, c'est uniquement en prenant de la vitesse qu'on commence vraiment à trouver la machine beaucoup plus simple. À basse vitesse, on subit vraiment le poids.
Alors sur cette machine, les commodos sont assez classiques, mais vous avez quand même quelques particularités. Déjà les boutons pour les fonctions typiques à cette machine, comme le KTRC et le KACT. Vous avez le bouton pour la bulle réglable, vous avez un bouton mode qui permet justement de faire défiler les infos du tableau de bord et aussi, si nécessaire, de passer en mode éco, ce que je vais essayer de faire tout de suite. Sur la droite, vous avez les feux de détresse, démarreur, coupe-circuit, c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir aussi que cette moto est équipée d'origine de poignées chauffantes. Vous avez un commodo pour les activer qui est dans le carénage. Au niveau du tableau de bord, on retrouve deux gros compteurs à aiguilles. Ça, perso, j'adore, c'est très lisible. Et vous avez d'ailleurs une graduation de la vitesse qui monte à plus de 300. Ça montre que d'origine, cette machine est vraiment performante. Et au-dessus des compteurs, vous avez un écran qui reprend toutes les infos de la machine. Et pour une machine de 2013, c'est quand même pas mal. Vous avez bien sûr le témoin de rapport engagé, vous avez trip A, trip B, vous avez le mode, une horloge, vous avez une jauge de température également. Vous avez aussi les pressions des pneus avant-arrière, l'autonomie. Vous pouvez avoir la tension aux bornes de la batterie, température extérieure, consommation moyenne, consommation instantanée. Franchement, c'est très complet pour une machine qui a déjà près de 10 ans. Alors sur cette machine, les leviers de frein et d'embrayage sont réglables, mais vous pouvez voir que actuellement ils ont été remplacés par des modèles chinois. Je ne sais pas si d'origine c'était réglable également. Dans les grands virages, j'ai quand même un peu de mal. Je sens que la machine, je suis vraiment obligé de forcer pour l'incliner. Sur cette moto, les pneus sont d'une taille standard. C'est du 17 pouces en 120 à l'avant et en 190 à l'arrière, qui se justifie au vu des performances moteurs et du poids de la machine. De nouveau, un virage à basse vitesse. C'est pas forcément très rassurant à basse vitesse. Ce qui est génial par contre avec ce type de motorisation, c'est que lorsque vous voulez cruiser avec une cylindrée pareille, eh bien on a la possibilité de le faire, d'être à très bas régime. Là vous voyez par exemple je suis en côte, je peux me mettre en 5e à 2000 tours, ça passe sans problème. Et si je veux réaccélérer, eh bien sûr ça part pas comme une fusée, mais ça reprend sans problème. Pour cruiser, avoir une cylindrée aussi énorme au final, c'est vraiment un plus. Alors j'arrive sur un Dodan que je prends bien sûr à 30 km/h. Les suspensions sont un peu fermes actuellement. Sur cette machine, on a une fourche inversée à l'avant qui est réglable. Et à l'arrière, un amortisseur qui lui aussi est réglable avec une petite molette déportée. Donc vous pouvez changer rapidement le réglage en fonction de la charge du véhicule. Ça c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'à la sortie d'un Dodan, comme par exemple ici, ça s'affaisse un peu de l'arrière et en même temps c'est pas réellement confortable. Je suis pas super convaincu par les réglages pour l'instant. Et le moteur il me surprend parce qu'en fait à bas régime il donne parfois des petits à-coups quand même. Je sais pas si c'est l'injection qui fait ça, mais j'ai du mal à rester vraiment sur un filet de gaz avec ce moteur. Alors me voilà dans une succession de virages, mais malheureusement vous voyez qu'il a plu il y a très peu de temps. Et n'étant clairement pas rassuré avec cette machine, je vais y aller mollo. Ouais, le poids c'est vraiment le problème. J'ai testé des machines qui étaient parfois plus lourdes que celle-là et qui ne renvoyaient pas autant d'impression de lourdeur. Et surtout, dès que je prends un peu d'angle avec, j'ai tout de suite l'impression que je vais tomber. J'ai aucune idée de la raison technique qui me donne cette impression. Mais si vous me voyez me traîner, c'est vraiment que j'ose pas. Et aussi, ce qui donne l'impression parfois d'aller plus lentement que la réalité, c'est qu'on est très souvent, comme je vous l'ai dit, à bas régime avec ce moteur. Et donc, on n'a pas de sonorité qui vous donnerait l'impression d'aller vite. Et quand on regarde le compteur, parfois on se dit ouais là je me traîne, en fait on est déjà aux limites. C'est la moto qui a vraiment un comportement très calme. Allez, ici je réaccélère, la route est plus sèche. Et vous voyez que dès les bas régimes, ça reprend très bien. Par contre, dès qu'on lâche l'accélérateur, il y a quand même beaucoup de freins moteur. Pour l'instant, c'est une moto que je préfère vraiment en utilisation à bas régime, en cruisant. Quand je monte dans les tours,
Je sais pas si c'est parce qu'elle est bridée, mais il me manque quelque chose. Je trouve pas ça forcément très intéressant ou même agréable. Depuis tout à l'heure, je suis sur le mode éco et clairement, je vois pas réellement de grosses différences entre le mode éco et le mode normal, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, même avec le mode normal, cette moto m'incite à rouler plutôt cool. Alors cette machine est équipée d'une boîte à 6 rapports et la boîte fonctionne bien. Par contre, elle est un peu ferme, je trouve, au niveau du sélecteur. Faut pas hésiter à appuyer fermement avant qu'il se passe quelque chose. Mais c'est vrai que sinon, elle verrouille bien, il n'y a pas de faux points morts, il n'y a pas de bruit bizarre. Et d'ailleurs, une petite particularité, vous avez le témoin de rapport engagé, et quand vous passez la 6e, c'est pas écrit 6, c'est écrit OD, je suppose pour overdrive. Et une des particularités aussi de ce modèle, c'est que la transmission finale est par cardan. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, hein, une grosse routière, une GT, hein, conçue pour avaler les kilomètres. Alors malheureusement, la pluie fait son retour, j'espère qu'il n'y a pas de goutte d'eau sur l'objectif, sinon vous n'allez plus voir grand chose. On va faire un petit tour sur l'autoroute. Normalement, c'est un des lieux de prédilection de cette machine. Donc, on peut prendre les infos sans problème. S'insérer ne pose aucune difficulté. Avec une cylindrée pareille, ça paraît logique. On va dépasser ces voitures. Et une fois de plus, on est tellement bien protégé qu'on ne s'aperçoit absolument pas de la vitesse. Là, j'arrive environ à 100 km/h. Et j'ai pas d'air du tout qui arrive ni sur mes mains, ni sur mon casque. J'en ai pas sur le buste, même sur les jambes. Le carénage est tellement large qu'en fait, je suis complètement coupé du vent. La protection est excellente, hein. On va faire un test de relance. Là, je suis à un peu moins de 100 km/h en 6e. J'accélère à fond. Donc 120, 130, 140. Ouais, ça reprend vraiment bien. En même temps, c'est logique avec une cylindrée pareille. Par contre, il y a beaucoup de vent latéral aujourd'hui et j'ai l'impression qu'elle est quand même assez soumise au vent. Elle se dandine un petit peu avec les rafales. Enfin clairement, sur l'autoroute, on est très bien sur cette machine. On ne se fatigue pas, la position est très bonne. On peut prendre les infos autour de nous sans difficulté. Là depuis tout à l'heure, j'ai la visière grande ouverte et j'ai pas d'eau qui arrive dans mon casque. On sort de l'autoroute, de nouveau un petit freinage. Et ouais, j'aime vraiment ce mode avec la répartition du freinage qui se fait automatiquement. C'est vraiment impeccable. De nouveau une grande courbe à assez basse vitesse et que c'est lourd. Et pourtant la pression des pneus est bonne, hein. Au début je me suis demandé est-ce que les pneus n'étaient pas sous-gonflés, mais non, on peut vérifier la pression des pneus. D'ailleurs on la voit actuellement, hein. J'ai 2 barres 5 à l'avant, 2 barres 9 à l'arrière. Donc il n'y a aucun problème. L'éclairage de cette machine est, comme souvent chez Kawasaki à cette époque-là, tout intégré dans le carénage. Vous avez 2 gros phares à l'avant qui sont normalement avec des ampoules halogènes. Le propriétaire a remplacé les ampoules par des LED. Et vous avez les clignotants qui sont dans les carénages. Et à l'arrière, même chose, vous avez les clignotants dans les carénages et un feu LED d'origine. Allez, j'accélère un bon coup. Il faut vraiment se méfier du frein moteur sur cette machine, hein. Ça peut parfois être même déstabilisant. Bon les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques routières de cette GT-R 1400. Maintenant, parlons un petit peu de ses aspects pratiques tout d'abord. Vu que c'est une grosse GT carénée, on serait en droit d'attendre des rangements un petit peu partout. Et au final, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez juste un vide-poche dans le carénage, qui n'est pas très grand d'ailleurs, ce vide-poche. Et celui-ci se verrouille lorsque vous verrouillez la moto. Mais de l'autre côté du carénage, il n'y a pas de vide-poche. Et en plus, si vous démontez la selle, eh bien en dessous, il n'y a aucun rangement. Ça, c'est vraiment dommage. En termes d'accessoires, vous avez dans le carénage à l'avant une petite prise 12 volts, donc ça c'est bien pratique. La machine est équipée d'origine d'une béquille centrale, ça c'est plutôt sympa. Au niveau de la consommation, c'est vraiment une énorme surprise pour moi. Là, si je regarde par exemple l'info de consommation moyenne sur le tableau de bord, on m'indique 5,3 litres au 100.
Pour une machine avec un moteur d'une cylindrée aussi grosse et de ce poids, 5 litres 3 au 100, c'est vraiment très très faible. Après, je suppose bien sûr que ce chiffre se justifie justement de par la conduite que l'on adopte avec cette machine. Actuellement, ça incite vraiment à rouler cool, hein. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a forcément aucun problème, la selle est largement bien dimensionnée, et vu qu'il y a le top case, ça fait un dossier pour le passager, donc aucun problème pour se déplacer avec quelqu'un. Comme je l'ai dit en début de test, il s'agit d'un modèle de 2013, c'est-à-dire une phase 2. Maintenant, si vous désirez acheter un modèle d'occasion comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas trop de kilomètres, avec le pack, avec les valises et en bon état, ça vaut dans les 8-9 000 € pour un modèle en bon état, ce qui est raisonnable au vu des performances du modèle, de l'agrément que ça peut avoir. Mais une fois de plus, gardez bien à l'esprit que c'est un véhicule massif, assez lourd, donc pensez bien à prendre le temps de la tester avant de signer le chèque. Au niveau de l'entretien, cette machine demande normalement une révision tous les 12 000 km, et je crois que c'est uniquement tous les 24 000 que vous avez un entretien qui est réellement coûteux, qui doit coûter dans les 800 ou 900 €. Le reste, c'est assez standard. Moi personnellement, cette machine, j'ai vraiment apprécié son package électronique qui est intéressant pour une machine aussi ancienne. On a un freinage qui est très très bon, j'adore ce freinage couplé, mais je ne suis pas convaincu par le poids, l'embonpoint de la machine et sa manœuvrabilité à basse vitesse. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette GTR 1400 de 2013 en version bridée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette moto, que ce soit en version bridée ou débridée, eh bien donnez-nous votre retour d'infos, ce sera très intéressant, vu que cette machine, je le rappelle, n'est plus vendue actuellement. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici malgré le temps assez défavorable pour me faire tester cette moto. C'était très sympa de sa part. Et je précise d'ailleurs que l'ensemble des tests que je réalise sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si, comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, n'hésitez pas, contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je fais mes tournages habituellement en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce contenu vous plaît, vu que j'en sors très régulièrement sur cette chaîne. Allez les amis, moi je vais rendre cette grosse machine à son propriétaire et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Ve à tous! Alors une particularité sur cette moto, vous avez un démarrage sans clé. Mais en fait, il y a quand même une clé. Je vous montre, donc là, je coupe. Et si je veux récupérer la clé, là, je ne peux pas. Elle est solidaire de la moto. Mais en fait, vous avez une position essence qui me permet de récupérer la clé. Et ensuite, je peux l'utiliser afin d'ouvrir le réservoir ou de démonter la selle. Donc il y a bien une clé, même s'il y a un démarrage sans clé.